La République démocratique du Congo traverse une période particulièrement sensible. À l'est de notre nation, il y a cette insécurité qui continue de prendre du terrain et bien sûr qui fait plusieurs victimes, je devais dire, et plusieurs déplacés de guerre. Pendant ce temps, à Kinshasa, la tension monte d'un cran avec, d'une part, cette partie de l'opposition politique et qui prévoit une manifestation ce 22 juillet. Et dans l'autre sens, il y a également ce dialogue politique voulu par d'aucuns, refusé par d'autres, et surtout cette question sur les réformes constitutionnelles qui continuent de diviser la classe politique. Face à ces défis, quelle devait être la priorité? Voilà donc l'essentiel du contenu dont on parlera dans ce rendez-vous de la rédaction de Congo 26 Télévision. Messieurs, dames, bonsoir chez vous et surtout bienvenue dans ce programme. Merci de nous choisir. Et pour répondre à cette question, nous sommes partis du côté du parti politique, mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Nous allons prendre pour vous son secrétaire général qui est avec nous, Augustin Bissimois Mundekereza. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci beaucoup, Jad. Je suis Augustin Bissimois, comme vous l'avez dit, secrétaire général du MDVC, parti cher au docteur Justin Mundekereza. Ça, c'est très bien. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous et surtout de répondre une énième fois à l'invitation de la rédaction de Congo 26 Télévision. Rentrons directement dans le vif du sujet. L'opposition appelle à une manifestation pour ce 22 juillet pour notamment exiger le départ du président de la République, Félix Tshisekedi. Pourquoi cette initiative maintenant? Bon, merci beaucoup. D'entrée des jeux, il faut rappeler que la C64, à laquelle je suis membre en tant que membre de la coalition de la gauche congolaise, dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound, et vous savez, depuis la création de la C64, on avait un seul objectif, celui de défendre l'ordre constitutionnel. Et depuis ce temps-là, nous avons alerté l'opinion nationale et internationale. Nous avons attiré l'attention du pouvoir en place que son projet de changement de constitution était un coup d'État constitutionnel contre la nation et que nous n'allons pas accepter. À ce titre, nous avons initié une série de manifestations. En tout cas, c'est toute une ribambelle de manifestations de la rue jusqu'à ce que le régime puisse abandonner ces projets macabres. Alors c'est à ce titre que la C64 s'organise dans les manifestations et ici, les 22, ça sera une marche historique où le peuple ira évidemment demander du représentant Tshisekedi de pouvoir déposer sa démission. Pourquoi? Parce que dès lors déjà qu'il a violé les serments dans lesquels il a pris devant la nation et devant Dieu, il n'est plus digne de porter la veste du président de la République. Donc si on comprend, l'ensemble de vos revendications tourne autour de cette proposition, on va dire, qui s'entend encore au sein de la classe politique au pouvoir, d'en arriver aux réformes constitutionnelles, soit la modification ou carrément le changement de la Constitution. Donc tout ce que vous revendiquez au sein d'abord de la gauche politique, ensuite au sein de cette coalition C64, tourne autour de la Constitution. Vous ne voulez pas que l'on change la Constitution? Non, tout à fait. On ne peut pas parce que la Constitution, c'est tout ce qui nous constitue, nous tous. Et personne. L'expression est bien choisie. En effet. Et lorsque l'on détruit ce qui nous constitue en tant que nation, qu'est-ce que nous devenons? C'est comme ça que la Constitution elle-même a prévu ces mécanismes, n'est-ce pas, de sa protection. On sait que, à l'article 74 de la Constitution, on impose à tout président élu de prêter serment. Et ce serment est pris devant Dieu et devant la nation avec plus de 6 engagements. Parmi ces engagements, les tout premiers nous intéressent. Et donc, le premier engagement est de défendre la Constitution et de respecter les lois de la République. Et par ricochet, également, défendre l'intégrité du territoire national. Et donc, à ce stade où les régimes en place ou les pouvoirs en place envisagent les changements de la Constitution, nous avons interrogé la Constitution. Et nous avons compris qu'on était en train, n'est-ce pas, de détruire ce qui nous constituait, nous tous. Qu'on était en train de violer la Constitution et que, par ricochet,
on était en train, n'est-ce pas, de renverser les régimes constitutionnels. Et lorsque nous interrogeons l'article 64, et n'est-ce pas, sur lequel nous sommes constitués, vous trouvez que dans ces deux alinéas... L'article d'ailleurs qui donne le nom à votre coalition. En effet, parce que le premier alinéa demande à ce que tout Congolais puisse faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Et ce que les gens oublient, c'est qu'il y a une conjonction de coordination là-bas ou qu'il exerce en violation de la Constitution. Et donc, cet alinéa s'intéresse à deux catégories de personnes. Ceux qui prennent le pouvoir par la force ou les armes. Voilà. Et une autre catégorie qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Et les pouvoirs en place se trouvent aujourd'hui dans cette deuxième catégorie de ceux qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Parce que changer la Constitution, c'est la violer à partir du moment où elle n'a jamais prévu les mécanismes, n'est-ce pas, de sa destruction ou de son changement. Et donc, on a constaté que le M23 a le même objectif, ou, si on inverse, le pouvoir en place a les mêmes objectifs que le M23. Et nous ne sommes pas prêts à accepter ni ceux qui prennent le pouvoir par les armes, ni ceux qui renversent le régime constitutionnel avec le même objectif, n'est-ce pas, de renverser, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel. Parce que si le M23 arrive à Kinshasa par les armes, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. On va faire la table rasa. En faisant table rasa, les institutions tombent. La Constitution également. La Constitution également tombe. La Troisième République tombe. Si le peuple arrivait, n'est-ce pas, à s'élever, et que par malheur, tu sais qu'il change la Constitution, qu'est-ce qui va arriver? On quitte de la Troisième République à la Quatrième République. Les institutions tomberont parce que actuellement elles sont assises sur la Constitution, n'est-ce pas, du 18 février 2006. C'est à ce titre que nous nous sommes dit, la Constitution nous donne ce pouvoir de tenir échec à ceux-là qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution. Parce que cette Constitution a prévu les mécanismes de sa révision. Les conçois originaires estiment que nous avons un pays à gérer. Mais pour les gérer, c'est ce qu'on appelle la chose de tous, la res publica. Et nous sommes nombreux, plus de 100 millions d'habitants, nous ne saurons pas nous gérer. Il faut qu'on se choisisse les représentants qui vont gérer la chose à nous tous. Et c'est là qu'est née la notion de la souveraineté. Le peuple qui est souverain s'est dit, nous nous entendons. C'est un peu comme une organisation que nous créons ensemble. On s'est dit quand même, il faut qu'on la structure pour que nous ayons des organes qui vont nous gérer nous tous. C'est pas comme à Athènes où il fallait appeler tout le monde dans le Colisée pour prendre une décision. Voyez-vous. Et donc, lorsqu'on a structuré comme ça, le peuple a compris qu'il faut quand même qu'il y ait des règles. C'est là qu'intervient, n'est-ce pas, les droits publics que nous avons fait, un droit que j'appelle un droit élégant, un droit que j'appelle d'ailleurs un droit de civilisé. Parce que nous, qui avons fait les droits publics, nous parlons, n'est-ce pas, des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'État. En tout cas, nous les disons avec la main sur le cœur. Et lorsqu'on parle de la Constitution, ceux qui connaissent très bien ce qu'elle constitue ne peuvent pas la toucher sans que les mains ne tremblent. Mais il y a d'autres qui ne comprennent rien. Il faut la toucher avec beaucoup de sacralité. En effet. Alors, c'est comme ça qu'on s'est dit. L'article 64 évolue. Parce qu'il y en a qui estiment que, bon, est-ce que déjà, Tshisekedi a changé la Constitution? Ce n'est pas encore fait. Ça signifie qu'en réclamant sa démission, c'est vous qui renversez les régimes constitutionnels. Oui, oui. D'ailleurs, on y arrive. Voilà. Il y a d'autres également. Vous parlez du peuple, vous parlez de la souveraineté. Certaines voix de la majorité au pouvoir qui soutiennent d'ailleurs cette démarche
Je vais parler plus essentiellement de réforme constitutionnelle, avant d'en arriver évidemment à ce changement de la Constitution. Ils disent qu'il faudrait que l'on interroge le peuple. C'est comme ça que les élus du peuple, d'abord au niveau de l'Assemblée nationale et en second niveau, au niveau des élus au Sénat, ont adopté cette loi référendaire qui n'attend plus que la promulgation auprès du président de la République. Alors que nous sentons que du côté de l'opposition, il y a un peu cette hésitation de pouvoir interroger le peuple sur ce qui est bon ou non pour lui. Est-ce que vous, en ce moment, êtes-vous prêt qu'on aille interroger le peuple qui détient cette souveraineté, d'ailleurs, que vous défendez? Cette notion-là, elle est juridiquement, je dirais, biaisée. Tenez. Lorsque nous prenons, je vais prendre un exemple pour que les téléspectateurs comprennent. Djad, vous êtes responsable d'une société et vous avez besoin d'un employé, un comptable ou un conseiller juridique. Vous lancez une offre, il y a beaucoup de candidats qui viennent. À l'issue d'un test, Augustin Bissimois a gagné le test, a réussi au test d'embauche. Et qu'est-ce qui va arriver après les tests d'embauche? C'est la signature du contrat. Et les contrats, on doit les définir. Est-ce qu'il est à durée déterminée ou à durée indéterminée? Si c'est déterminé, on me dit, monsieur, notre contrat qui nous lie, c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, c'est pour 1 an. Donc on détermine. À ce titre-là, vous me présentez les clauses. Vous dites, voici ce que je veux pour que mon travail marche. Je veux 1, 2, 3. Et lorsque j'ai lu le contrat, je me rends compte que je suis d'accord avec les clauses. Et donc, j'accepte les conditions. Nous signons les contrats. Je commence le travail. Ouais. Est-ce que c'est normal que pendant l'exécution de mon contrat, moi, employé, que je vienne vers vous pour vous dire non, change-moi ces clauses, messieurs, parce que je veux que ça soit un contrat à durée indéterminée. Bon, je pense que là, ça peut être possible du moment où peut-être que moi également en tant qu'employeur, de mon côté, je vous donne plus de tâches que ce qui est prévu dans notre contrat et que vous sentez que ce que vous êtes en même de donner en tant qu'employé peut, voilà, vous valoir, vous, un contrat à durée indéterminée. Non, ces cas n'existent pas. En matière de Parce travail. que s'il faut qu'on revienne... Je vais revenir. Oui, si, mais il faut qu'on revienne dans l'essentiel de ce qu'il y a sur la table. Janvier. Ceux qui veulent changer la Constitution disent que c'est le peuple qui détient la souveraineté. C'est au peuple de décider s'il le veut ou non. Alors, vous et nous, comme nous ne sommes pas d'accord, interrogeons le peuple. Les débats, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, lorsqu'ils disent que le peuple est souverain, il peut décider du changement de la Constitution, eh bien, on peut les leur concéder. C'est bien sûr dans l'article 5 de cette même Constitution qui confère au peuple cette souveraineté de décider sur ce qui est bien pour lui ou non. Non, c'est là que je parle de la tricherie. Ça veut dire que si nous pouvons les leur concéder, en raisonnant comme eux, que le peuple est souverain et qu'il peut décider du changement de la Constitution. Voici la question que j'avais posée depuis qu'ils ont commencé cette masturbation juridique. Et je leur ai dit ceci. À l'article 218, la Constitution a dit expressement qu'on peut la réviser. Et elle a justement préconisé les entités politiques qui peuvent initier cette révision-là. Nous sommes à l'article 218. Et lorsque la Constitution l'a dit, ça a été express et n'a pas passé par les dos de la cuillère. Mais quid alors du changement? Si le peuple est souverain et qu'il peut décider, quand est-ce qu'il décide? Qui prend l'initiative avant d'aller vers le peuple? Parce que le peuple, s'il va s'exprimer, c'est par référendum. Mais ce référendum-là, comment il s'est fait? On élabore la Constitution, et puis on vient vers le peuple, on lui demande s'il est d'accord avec cette Constitution ou pas. Là, c'est différent. Là, on n'est plus au niveau où on veut poser la question si le peuple est d'accord pour les changements ou pas. Il faut que le peuple comprenne cette nuance.
je vais... Au niveau en année, il n'est pas question de demander au peuple s'il est d'accord ou non. Voilà, au niveau où nous sommes, qu'est-ce qui va se passer après la loi Ngondankoy? Le président va convoquer une commission multidisciplinaire. Ça veut dire qu'on lui donne le pouvoir que la Constitution ne lui a jamais conféré. Alors que la loi, n'est-ce pas, ordinaire, ne peut pas donner plus de pouvoir à une institution que la Constitution ne lui donne. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la hiérarchie des normes avec Hans Kelsen, qui a placé la Constitution au niveau supérieur et que les autres sources du droit, telles que la loi, tout ce que vous voulez, la coutume, n'est-ce pas, la doctrine, la jurisprudence, il y en a 9. Ça vient après la Constitution. Même s'il y en a qui estiment que les traités passent avant la Constitution, mais il y a d'autres qui estiment que la Constitution reste supérieure. Voyez-vous. Mais maintenant, d'où vient que désormais on a une loi qui crée un pouvoir de plus que la Constitution n'a jamais créé. Parce que désormais, le président a un pouvoir de décider sur quand est-ce qu'on peut changer la Constitution. Désormais, avec cette loi ici. Alors c'est là que je disais, j'ai posé la question au peuple. Si le peuple est souverain et qu'il peut décider du changement de la Constitution, on est d'accord. Mais avant d'aller vers lui, au référendum, qui est-ce qui prend l'initiative? De manière expresse, la Constitution n'a jamais dit. C'est comme ça que cette loi, que vous avez appelée loi Ngondankoy, prévoit également qui prend l'initiative. En effet, c'est ce que je disais. Depuis 2024, lorsqu'ils avaient commencé leur masturbation juridique, la proposition en parlant de cette loi portant cadre organisation du référendum en République démocratique du Congo en 2024, évidemment. C'est ce que j'ai dit. Depuis 2024, lorsqu'ils avaient commencé leur campagne de changement de constitution, que j'ai appelé masturbation juridique, je leur ai dit, ça ne marchera pas. Parce que vous n'aurez pas de soubassement constitutionnel. J'ai fait beaucoup d'émissions comme ça, et j'ai posé la question, qui est-ce qui va prendre l'initiative? Parce que le Parlement a un pouvoir aussi constitué. Son pouvoir est limité. La révision de la Constitution aussi est limitative, qu'on ne peut pas toucher certaines matières. Mais maintenant, ils ont compris, évidemment, c'est comme ça qu'il y avait eu un petit silence. Ils se sont dit, mais il a raison. Mais Augustin Bissimo a raison, mais qu'est-ce que nous faisons? Ils sont allés vers les sorciers juridiques qui ont eu à inventer, n'est-ce pas, quelque chose, une magie là, juridique, une sorcellerie juridique, parce que la magie juridique est encore acceptée, mais ils ont créé une sorcellerie juridique qui est vraiment extra-juridique ou extra-judiciaire, extra plutôt constitutionnelle, en créant une loi, Ngondankoy, qui, à son article 41, vous évoluez 42-43, ils ont mis même ça vers la fin parce qu'ils savent que le peuple ne lit pas. Du premier article, c'est bon. Ben, quand vous dites que le peuple ne lit pas... Enfin, la population, beaucoup de gens ne lisent pas. Et quand ils lisent, c'est en diagonale. Ils peuvent lire au début, article 1er, 2, et puis... mais ils ont mis la sorcellerie vers la fin. L'article 41, 42, 43, parce qu'il y en a 45 articles seulement. Mais là, ils disent à l'article 41 que le président de la République peut de lui-même, de son gré, décider des réformes sur toutes les matières. Et lorsque je vais en arriver, lorsqu'on dit sur toutes les matières, automatiquement, l'article 220 saute. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans notre pays, avec cette loi, il n'y a plus de matières intangibles, alors que le peuple avait mis les verrous là-bas. Mais désormais, ce verrou est sauté sur toutes les matières, alors que le peuple avait dit, le conseil originaire avait mis au moins 8 matières qui ne peuvent jamais faire objet de révision. Mais désormais, l'article, la loi Ngondankoy dit, sur toutes les matières, le chef de l'État est là, il convoque une commission multidisciplinaire, c'est à lui de faire les choix. Qui est-ce qu'il convoque? Lui, c'est Augustin Bissimo, non, je ne peux pas. Lui, c'est Jean-Marc Kabound, non, je ne vais pas. Ah, André Mbata, oui. Augustin Kabouya, oui. Peter Kazadi venait, oui, oui. C'est-à-dire, on cible les gens là qui sont d'accord avec eux. Et c'est eux qui viennent dans cette commission.
s'il vous plaît. Certaines langues disent, Augustin Bissimois, que l'opposition politique en RDC peine à mobiliser des foules et qui n'a pas forcément une grande partie de la population derrière elle. C'est comme ça que vous avez peur d'aller au référendum pour demander au peuple s'il veut ou non changer cette constitution finalement. Vous savez que vous peinez pour mobiliser la masse et ça sera déjà une guerre perdu d'avance. C'est comme ça que vous essayez de retenir ou de ralentir cet appareil qui pourra aboutir au référendum. Non, c'est dit déjà entendu. C'est depuis très longtemps que ceux qui ont les insultes faciles avaient commencé cette campagne en insultant les gens, opposition IAPT, opposition Yanzala. C'est depuis longtemps qu'on a suivi cela. Les chiffres sur terrain peuvent corroborer à certaines langues qui disent que bon, on n'arrive pas à mobiliser la masse. Il y en a qui ont même parlé des falsifications des blessures et tout ça lors de la dernière manifestation. On a en face peut-être une opposition assez essoufflée. Non mais écoutez, et pourquoi on a peur de nous? Pourquoi? Qu'est-ce qui dénote qu'on a peur de vous? Non, mais écoutez, la première activité, au moins c'est là, elle s'est passée. Vous avez vu comment ils mobilisaient les gens pour passer dans les quartiers avec des micros pour dire oui, mais ville morte, mais venez, voya, venez. Ils demandaient aux gens d'aller travailler. Tout autant que ceux de l'opposition disaient ville morte, ne sortez pas avec vos véhicules. Vous avez vu que d'autres sont passés même au grand marché pour dire pourquoi vous avez fermé vos magasins. Ouvrez vite. Mais malgré cela, la veille, il y en a aussi qui ont dit fermez vos magasins, sinon on viendra piller. Je n'en connais pas, je crois que là, le débat, ce n'est pas à ce niveau. Le débat, c'est au niveau de la peur. Dire que le peuple, l'opposition ne peut pas mobiliser. On est parti en date du 12, les sit-ins au palais du peuple. Pourquoi ils ont amené la police, l'armée et la force du progrès? La mutualisation des forces entre la police et la force du progrès face à une opposition essoufflée, entre nous soit dit. Et donc, mais comment si les conditions sont réunies pour qu'on ait à ce référendum, pour aboutir au changement de la Constitution ou non, le C64, avec dans son ventre la gauche congolaise et le MDVC, sont prêts à y aller. Il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Gardez-les aujourd'hui, gardez la date d'aujourd'hui. Djad, je vous dis, on n'aura pas référendum constitutionnel dans ce pays. Si référendum, il y en aura. Vous êtes aussi sûr? Les référendums qu'on acceptera, c'est les référendums constitutionnels. On sait que, en son article, à l'article 2 de la Constitution alinéa 3, le référendum est accepté lorsqu'il s'agit du transfert de la capitale d'une ville à une autre. L'article 218, s'il s'agira de la révision de la Constitution qui respecte l'encadrement fait par l'article 219, en ce moment-là, on peut aller au référendum pour poser la question au peuple s'il est d'accord avec la révision. C'est dit que toutefois, alinéa 3, on n'ira pas au référendum si le Parlement adopte la révision à son 3/4. Nous sommes à l'article 214, alinéa 2. Il est dit ceci, qu'on peut aller au référendum en cas de cession des territoires ou adjonction du territoire. S'il faudrait céder nos terres ou rajouter. Voilà, là on peut poser la question au peuple. Et donc il y a seulement 3 cas dans lesquels l'on peut organiser un référendum. Mais les référendums constitutionnels, nous avons mis quiconque au défi, professeur qu'il soit, de nous prouver, là où la Constitution a parlé du référendum constitutionnel. Mais seule la loi, maintenant ici, Ngondanko, vient parler du référendum constitutionnel. Parce que, vous savez, en droit, il est dit ceci. Là où la loi a voulu dire, il a dit quelque chose. Là où la loi n'a pas voulu dire, elle s'est tue. Et personne ne va venir faire parler la loi, ce qu'elle n'a pas dit. C'est un principe des droits. Et donc, c'est pour dire aussi que ce référendum, tant qu'il sera constitutionnel, il n'aura pas lieu dans ce pays. Tant qu'il ne sera pas constitutionnel, ce que vous voulez dire. J'ai dit, tant qu'il sera un référendum constitutionnel, il n'aura pas lieu
dans ce pays. D'accord. Tous les autres référendums qu'on fasse, s'ils veulent céder la terre, là aussi on ne va pas accepter. La capitale. Mais s'ils vont changer la capitale, là on est d'accord parce que c'est constitutionnel. Oui. Mais si c'est pour le changement de la constitution, en tout cas, ils doivent marcher sur nos corps dans ce pays. Et non donc, seulement à Kinshasa, mais dans tous les territoires. Alors, c'est comme ça que le 22 juillet, vous demandez la démission du président de la République. Certaines voix disent que ce n'est que pour attiser le feu, là où il y a déjà le feu. Comment est-ce que vous voulez en même temps, voilà, on parlera de dialogue dans quelques instants, mais comment voulez-vous décrisper le climat politique alors que ce même qui est à la tête du pays, vous voulez partir dès ce 22 juillet? Non, mais c'est évidemment ça le problème des responsabilités ou d'irresponsabilité de ceux qui nous gouvernent. S'il vous plaît, est-ce qu'un État sérieux, un gouvernement sérieux, qui sait déjà qu'il y a une grande crise sécuritaire, peut choisir ces moments pour initier le changement de la Constitution? Mais demander également le départ du président de la République en plein mandat, ça également, ce n'est pas constitutionnel. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il a craché sur son mandat. Il n'en veut pas. Ah donc quand on crache sur son mandat, mais oui, même si il vient du peuple, peu importe le moment, il a 2 refusé. ans avant la fin de ce mandat, il faut partir du pouvoir. Mais oui, mais par quel mécanisme? Écoutez, qu'est-ce qui lui donne le pouvoir? Je vous dis ceci. On peut bien vous élire, mais vous ne devenez pas président de la République aussitôt élu. C'est comme ça qu'on dit. Le président de la République entre en fonction, n'est-ce pas? 10 jours après les élections. Et là, il prête le serment. Donc c'est ce serment également qui confère au président. Tant qu'il n'a pas prêté serment, il n'est pas président public. Et le temps qu'il a été élu, il y a une transition. Et cette transition est gérée par le président sortant. Le président sortant sera toujours là. Jusqu'à ce qu'il prête serment. Jusqu'à ce que le nouveau prête serment. Et le nouveau, on parle du nouveau lorsqu'il y a eu des élections. Sans élection, il n'y a pas de nouveau. Mais maintenant, après élection, il y a un nouveau président élu, mais qui ne peut entrer en fonction qu'après prestation du serment. Et les serments, on les fait sur la Constitution. Mais si un président vous dit que la Constitution ici est un chiffon, un torchon, et que ses combattants la déchirent même, est-ce qu'il est encore digne d'être appelé président? Parce que la Constitution qui lui a donné le pouvoir, il n'en veut pas. Ça veut dire aussi qu'il n'est plus président. C'est comme ça que nous avons dit que, parce que vous savez, il y a des gens qui sont de l'école de César Beccaria. César Beccaria, je l'aime beaucoup parce qu'il est le père de la légalité. Il est le père du principe de la textualité. Et quand je parle de lui, j'ai des larmes aux yeux parce que je suis aussi légaliste. Mais vous savez pourquoi on interdit que la police ne puisse pas menotter quelqu'un publiquement? Lorsque vous êtes en prison, vous êtes détenu, vous n'êtes pas encore condamné. Pour aller de la prison vers le tribunal, on impose, n'est-ce pas, au parquet qui vous détient, de vous protéger, de ne pas vous exposer publiquement menotté. Parce que pour le commun des mortels, toute personne avec des mains liées, il est criminel. Il est voleur. Même si il n'est pas encore condamné. Vous vous rendez compte? Parce que jusque-là, il jouit de la présomption d'innocence. Mais quand vous l'exposez publiquement comme ça, tout le monde dit c'est un voleur. Je vais vous donner les cas de ceux qui ont été condamnés au premier degré. On n'a plus que 4 minutes, on doit aller très vite. Je voudrais que l'on parle rapidement de ce dialogue qui, en même temps, plusieurs initiatives de dialogue sont évoquées pour décrisper, entre guillemets, le climat politique. Vous êtes dans cette logique-là. En quoi est-ce que vous pensez que ce dialogue peut permettre, évidemment, que l'on sorte de toutes ces tensions politiques? Non, d'abord... Je voudrais que vous répondiez en 1 minute pour que l'on puisse d'abord, en 1 minute, je veux que l'opinion retienne que la C64 n'est pas demandeuse de dialogue. Ok. Nous avons été constitués pour défendre l'ordre constitutionnel. Et c'est comme ça qu'en allant à Bujumbura, lorsque le président Ndayishimiye, qui est en même temps président de l'Union africaine en exercice, nous a dit qu'avec toutes les crises, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Ce n'est pas nous qui avons dit ça.
C'est le président burundais qui a proposé ça, qui lui pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue global et inclusif. Et nous avons dit, si vous voulez faire le dialogue, nous, on n'est pas contre, mais à une seule condition, que le président Tshisekedi puisse renoncer publiquement à son projet diabolique et macabre, n'est-ce pas, du changement de la Constitution. C'est ça la condition. C'est ça pour nous le préalable. Okay. Parce que s'il renonce, les débats maintenant de participation au dialogue, ça revient maintenant. Il reviendra maintenant à chacun de nous de dire est-ce que je prends part ou non. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça le débat de la C64. D'accord. Alors, la dernière question, c'est d'ailleurs la question qui résume l'ensemble de ce dont on a parlé. Il y a d'abord ce débat autour du changement de la Constitution, on va dire, avec plus d'élégance, des réformes constitutionnelles. Il y a cette question de dialogue politique. Mais on a commencé cette émission en parlant de la crise dans la partie orientale de la RDC. Il faudrait rajouter également la crise sur cette crise sécuritaire, la crise politique et la crise sanitaire et humanitaire. Quelle doit être la priorité de la nation en ce moment pour vous du MVC, de la gauche congolaise et de la coalition 64? Non, au stade actuel, nous l'avons dit au niveau de la coalition de la gauche congolaise avec Jean-Marc Kabound, qui d'ailleurs a toujours été la cible du pouvoir lorsqu'il y a manifestation. Et nous, on se pose des questions, pourquoi on les cible, on veut les blesser chaque fois qu'il y a manifestation. Alors, la CGC, avec Jean-Marc, avait proposé, n'est-ce pas, à son temps, que nous puissions tous nous concentrer sur la paix. Qu'on puisse récupérer, n'est-ce pas, nos territoires occupés. Parce que la restauration de l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national étaient pour nous la priorité. Mais on a été surpris de constater que le pouvoir a un langage différent. Et nous nous sommes dit, mais ce n'est pas anodin. C'est que ces gens ont un plan. Nous pouvons croire que nous combattons tous l'M23, alors que l'M23 et le Rwanda auraient peut-être un plan commun avec le pouvoir. C'est alors qu'on a dit qu'il faut qu'on soit vigilant. Et la vigilance, c'est celle-ci d'abord d'interdire les changements de la Constitution, à ce que ça peut donner, n'est-ce pas, l'occasion à ce qui sont, n'est-ce pas, de la rébellion, de pouvoir balkaniser notre pays. Parce qu'un référendum qui va se passer seulement dans certains territoires, mais pas dans d'autres, il est très dangereux en ce moment ici, et c'est comme ça que nous attirons l'attention. Nous sommes debout avec Jean-Marc Kabound au niveau de la CGC, nous n'allons pas céder. Et donc, c'est comme ça que nous disons que la priorité pour nous, c'est vraiment la restauration de l'autorité de l'État. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, au-delà de toutes les péripéties qui gangrènent notre nation dans son ensemble, la restauration de la paix doit rester la priorité. Augustin Bissima, je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC en sigle, parti piloté par le docteur Mundeke Reza. Vous êtes également membre de la CGC, la coalition de la gauche congolaise, qui fait partie également de la coalition C64. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons vous accorder 30 secondes pour dire votre dernier mot en conclusion pour cet entretien. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. J'ai aimé les cadres, je vous vois quand même. Et quand on arrive chez vous, on a l'impression qu'on est à France 24. Il n'y a pas à envier. Merci beaucoup. Donc ce que je demande, c'est que le peuple doit être mobilisé le 22 à venir saluer le président Tshisekedi et lui dire, Monsieur le Président, merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Vous pouvez déposer votre démission parce que vous n'êtes plus digne. Et là, je dois dire au peuple que le gouverneur Daniel Bumba a accepté, cette fois-ci, sécuriser les manifestants. Et donc, vous n'avez pas à craindre. Et même ceux qui pensaient que le ministre de l'Intérieur, Jekme Chabani, a interdit notre manifestation, eh bien, qu'ils comprennent que désormais, la ville nous a cette fois-ci accepté de nous accompagner. C'est une très bonne chose. Venez tous nombreux avec, dans toutes vos communes, c'est votre palais, c'est un palais de la nation. Personne ne va vous interdire parce qu'on avait interdit le palais du peuple alors que c'est pour le peuple. Le palais de la nation, on n'ira pas dans la résidence privée de Tshisekedi. Nous irons au palais de la nation. C'est un palais de la nation, ça n'appartient à personne. Et donc, chers Congolais, venez tous et partout où vous êtes, n'est-ce pas, en province, vous continuez à vous mobiliser massivement pour cette journée historique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes techniques qui ont travaillé derrière les caméras, derrière les machines, pour nous permettre d'être vus. Bonne suite de programme sur les antennes qu'on va assister via la chaîne de l'unité nationale. Une fois de plus, bonsoir.